Hélène parcourait le salon, un plateau de canapé à la main. Le métal argenté vibrait au rythme de son anxiété. Chaque visage, dans cette réception, était un spectre de sa vie d'avant. Soudain, la grande porte du salon s'ouvrit. Arthur fit son entrée. Son ex-mari. L'humiliation s'annonçait publique, mais la revanche le serait aussi. Arthur se déplaçait comme s'il possédait les lieux. À ses côtés, Vanessa portait une robe rouge. Une insulte vivante. Ils s'arrêtèrent juste devant Hélène. Les yeux d'Arthur étaient glacials. Il saisit une coupe de vin de son plateau. Le liquide sombre oscilla. Il eut un sourire cruel, et renversa la coupe. Le vin tacha le tapis immaculé, tout près des pieds d'Hélène. « Regarde ce que tu as fait !» dit Arthur assez fort pour être entendu. La musique sembla baisser de volume. « Tu as toujours été d'une maladresse incroyable. À genoux, nettoie-moi ça. » Tout de suite, Vanessa éclata de rire. Un son perçant. Quelques invités proches ricanèrent aussi. Des téléphones se levèrent. Des caméras enregistraient la scène. « Je veux que tout le monde voie la reine sur son nouveau trône. » Claironna Arthur. Le directeur du traiteur se précipita vers elle. Son visage était blême. « Madame, je vous en prie, ne faites pas de vagues. Vous avez besoin de ce travail. » La menace était limpide. Le monde d'Hélène se contracta. Perdre son emploi, l'humiliation, le choix paraissait impossible. Mais elle aperçut quelque chose. Au-delà d'Arthur, sur un écran géant, le brouillon d'un contrat était projeté. Un accord de plusieurs millions d'euros était sur le point d'être célébré. Et elle y vit une erreur fatale. Hélène ignora le vin sur le sol, ignora Arthur, ignora le directeur. Ses yeux se fixèrent sur un groupe de messieurs français. Les investisseurs. Elle fit un pas en avant. Sa voix sortit, ferme, parfaite. En français. « Excusez-moi, messieurs, dit-elle. Je me nomme Hélène Beaumont. La clause 7.2 de votre contrat, elle a le pouvoir d'annuler vos bénéfices en cas de fluctuation monétaire. » Le silence fut absolu. Les investisseurs se retournèrent, la stupéfaction se lisant sur leurs visages. Le chef du groupe, M. Dubois, la dévisagea. Les rires dans la salle s'éteignirent. Le sourire d'Arthur se figea. Il n'avait pas compris les mots, mais il sentit le changement d'atmosphère. Il était en train de perdre le contrôle. M. Dubois s'avança, suivi de ses associés. La fête entière était devenue la scène d'Hélène. Il la regarda, non plus comme une serveuse, mais comme une égale. Ses yeux bleus étaient graves. « Poursuivez, je vous prie, » dit-il, toujours en français. Arthur tenta d'intervenir. « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte de blague ?» Sa voix était forte, mais teintée de panique. Personne ne lui prêta attention. Tous les regards étaient tournés vers Hélène. Elle se tourna vers Arthur. Pour la première fois de la soirée, elle le toisa. Il n'y avait plus de peur, juste un calme glacial. Puis, elle se tourna vers l'auditoire. Sa voix bascula vers un français impeccable, celui des salles de conseil et des contrats signés. « La question n'est pas ce qui est écrit dans la clause 7.2, projeta-t-elle sa voix pour que tous l'entendent. C'est ce qui n'y est pas écrit. » Hélène se dirigea vers l'écran géant, le plateau d'argent oublié par terre. Sa démarche était assurée. Chaque pas était une reconquête de son ancienne identité. Elle pointa le texte projeté. Cette clause stipule que les bénéfices seront calculés sur la base du taux de change au jour de la clôture. C'est la norme. Mais elle omet tout mécanisme de protection, toute couverture. Elle ne prévoit pas la volatilité d'un marché émergent. Un murmure parcourut la salle. C'étaient les banquiers, les cadres. Ils comprenaient. Dans un scénario d'instabilité, poursuivit Hélène, une seule décision de la Banque centrale peut éroder toute la marge bénéficiaire. Vous n'achetez pas une entreprise. Vous achetez un risque souverain sans assurance. Un risque que mon ancien client, la Banque de Singapour, n'accepterait jamais. Elle parlait avec l'autorité de quelqu'un qui avait déjà livré et gagné des batailles sur ces terrains. Les visages des investisseurs français passèrent de la stupéfaction à la gratitude, puis à la fureur dirigée vers l'équipe d'Arthur. Arthur explosa enfin. « Mais pour qui vous prenez-vous? Vous n'êtes qu'une employée. Vous êtes viré. Sécurité. »
hurla-t-il. Aucun agent de sécurité ne bougea. Il regardait l'hôte de la soirée, un homme puissant nommé Christophe Lefebvre, qui observait la scène avec un intérêt manifeste. Hélène se tourna vers Arthur. Le moment était venu. « Vous demandez qui je suis, Arthur ? C'est une juste question. Vous avez tenté d'effacer mon nom. Vous avez tenté d'effacer mon histoire. » Elle prit une profonde inspiration. La salle était dans un silence absolu. Les portables filmaient toujours. Mais le méchant avait changé de visage. « Avant que vous n'utilisiez l'argent de mon père pour me mener à la faillite, avant que vous ne voliez mon entreprise pour ne rien me laisser, avant que je ne doive servir des canapés pour survivre, je suis Hélène Beaumont. » Le nom tomba comme une pierre dans le silence. Monsieur Dubois écarquilla les yeux. Il fit un pas en arrière, comme frappé par une force invisible. « Beaumont » dit-il, sa voix maintenant empreinte de révérence. « Hélène Beaumont, la négociatrice de l'accord de Lisbonne, l'accord que tout le monde disait impossible ?» Il n'attendit pas de réponse. Il se tourna vers ses associés. « C'est elle. J'ai lu l'étude de cas à Harvard. Elle a sauvé Portugal Télécom avec une clause que personne n'avait vue. Une légende. » Yidiji, cette validation fut une onde de choc. L'assemblée entière comprit. Ce n'était pas une serveuse, c'était une géante endormie. Monsieur Dubois regarda Arthur avec mépris. « Et vous, monsieur, vous avez failli nous coûter 50 millions d'euros. Vous nous amenez une légende pour servir des boissons pendant que vos avocats incompétents rédigent l'acte de nos pertes. » Arthur devint livide. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son pouvoir, bâti sur l'argent et l'intimidation, s'évapora sous la lumière de la compétence pure. Il chercha du soutien du regard, ne rencontrant que des airs de dédain ou de pitié. Vanessa, la femme en rouge, s'écarta subtilement. Un pas loin d'Arthur. Ses yeux calculateurs le jetaient déjà par-dessus bord. Son navire était en train de couler. Elle n'allait pas sombrer avec lui. C'est alors que Christophe, l'hôte, intervint enfin. Sa fortune était 3 fois supérieure à celle d'Arthur. Son pouvoir était bien réel. Il s'avança calmement au centre du cercle. Il posa une main protectrice sur l'épaule d'Hélène. Puis, il regarda Arthur. « Arthur, votre présence n'est plus la bienvenue dans ma maison, » dit-il. Sa voix était basse, mais elle tranchait l'air. « Je pense que vous savez où se trouve la sortie de service. » L'humiliation fut chirurgicale, définitive. Suggérer qu'il utilise la même sortie que ses employés. Arthur trembla de rage. Son visage, d'abord pâle, était maintenant cramoisi. Il regarda Hélène. Ses yeux promettaient la guerre. Il ne dit pas un mot. Il leva simplement un doigt tremblant dans sa direction. Une menace silencieuse, une promesse que ce n'était pas terminé. Il tourna les talons et partit, seul. La foule s'écarta comme s'il était porteur d'une maladie. Christophe sourit à Hélène. « Mademoiselle Beaumont, je crois que votre plateau est à la retraite pour ce soir. Veuillez vous joindre à nous à la table des négociations. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Hélène regarda la main tendue de Christophe, regarda le respect dans les yeux de Monsieur Dubois, regarda sa nouvelle vie, qui commençait là, sur les décombres de l'ancienne. Elle accepta la main et marcha vers la place qui lui revenait de droit. La portière de la voiture de luxe claqua avec la force du tonnerre. Arthur n'attendit pas le chauffeur. Il envahit son propre bureau tel un ouragan, le penthouse vide résonnant de sa fureur. L'humiliation lui brûlait les veines. Ce n'était pas l'argent perdu, ce n'était pas l'affaire ruinée, c'était le regard des gens, la pitié, le mépris, et par-dessus tout, le respect qu'il lui avait accordé à elle, à Hélène. Il arracha son manteau, le jetant au sol. Il prit une bouteille de whisky sur l'étagère, la plus chère, et remplit un verre d'une main tremblante. La première gorgée lui brûla la gorge. Elle ne le calma pas. Elle ne fit qu'attiser le feu. Il s'assit dans son fauteuil en cuir, la ville s'étendant sous lui, une toile de pouvoir qu'il contrôlait, ou qu'il contrôlait autrefois. Hélène avait tiré un fil, et maintenant il devait brûler la toile entière pour s'assurer qu'elle soit détruite avec. Le premier appel fut pour Marc, le propriétaire du service de traiteur. Arthur ne prit même pas la peine de dire bonjour. Marc.
Tu as 60 secondes pour me dire qu'Hélène ne travaille plus pour toi. La voix à l'autre bout du fil était un murmure effrayé. Arthur, pour l'amour de Dieu, c'était un événement privé. Je ne... 50 secondes, le coupa Arthur, froid comme la glace. Ton entreprise a le contrat pour tous mes événements d'entreprise. Ça représente 2 millions par an. Je peux transférer ce montant à ton concurrent avant l'aube. Le choix t'appartient. Il y eut un instant de silence. La capitulation fut rapide. C'est déjà fait, Arthur. Elle a été licenciée dès qu'elle a quitté le salon, je le jure. Parfait. Arthur raccrocha. Un petit spasme de satisfaction. C'était un début. Pendant ce temps, Hélène était dans un taxi. La carte de visite de M. Dubois serrée dans sa main. C'était plus qu'un numéro de téléphone. C'était une clé, une chance. Pour la première fois depuis des années, elle sentait l'avenir s'ouvrir. Le respect dans son regard, la validation de son intelligence, c'était comme respirer après une longue noyade. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Hélène Beaumont ?» dit une voix rêche. « Oui, c'est moi. Votre dernier paiement sera disponible demain. Inutile de revenir. Vos affaires vous seront envoyées. » La voix raccrocha. C'était le directeur du traiteur. Elle comprit sur le champ. La première riposte d'Arthur, rapide et sale. La petite flamme d'espoir vacilla, mais ne s'éteignit pas. Elle s'y attendait. C'était le geste évident d'un homme prévisible. Mais Arthur ne faisait que s'échauffer. Son deuxième appel fut pour un nom dans son répertoire enregistré sous Le Vert, un journaliste de tabloïd qui lui devait de nombreuses faveurs. « J'ai une histoire pour toi », dit Arthur, un nouveau ton dans la voix. Un ton de conspiration venimeuse. Une histoire de fraude et d'instabilité émotionnelle. Le nom est Hélène Beaumont. Oui, la même que celle du scandale d'hier. Il se trouve que l'héroïne a un passé bien sombre. Il passa les 20 minutes suivantes à dicter une fiction. Une narration soigneusement construite sur la façon dont Hélène avait détourné des fonds de l'entreprise de son propre père. Comment elle avait eu une dépression nerveuse après avoir été découverte. Comment sa performance à la fête n'était que le délire d'une femme désespérée et mentalement instable. C'était un chef-d'œuvre de calomnie, mélangeant demi-vérité et mensonge complet pour créer un portrait crédible et destructeur. Les jours suivants, Hélène ressentit l'impact de ce poison. Elle appela d'anciens contacts, avocats, cadres, des gens qui la respectaient. Les conversations étaient toujours les mêmes. Un ton initial chaleureux, suivi d'une pause étrange. Et puis l'excuse. « Hélène, quel plaisir d'entendre ta voix. Mais malheureusement, nous n'embauchons pas en ce moment. Je comprends, mais pourrais-je au moins... Le marché est compliqué. Je garde ton contact. Je te souhaite bonne chance. » La porte se fermait, l'une après l'autre. Elle voyait les articles en ligne, des titres discrets mais efficaces, sur des blogs d'affaires peu scrupuleux. Ex-mondaine en pleine crise publique. Des sources remettent en question la stabilité de l'ancienne héritière. Arthur n'avait pas besoin d'un grand scandale, juste assez pour planter la graine du doute. Et ça marchait. Le monde des affaires fonctionne sur la confiance. Et Arthur était en train d'empoisonner le puits. La pression augmenta. Son loyer était sur le point d'expirer. Ses économies étaient presque inexistantes. L'optimisme de cette soirée commençait à ressembler à de la naïveté. Puis, les messages commencèrent. Le premier était anonyme. « Reste loin de ce qui n'est pas à toi. » Hélène l'ignora. Le deuxième arriva le lendemain. Une photo de la porte de son immeuble. La légende disait « On sait où tu habites ». La peur commença à s'installer. C'était une peur froide, différente de l'humiliation. C'était physique. Elle se mit à regarder par-dessus son épaule dans la rue. Le petit appartement, autrefois un refuge, semblait maintenant un piège. Arthur, dans son bureau, sentait le contrôle revenir. Il refusa les appels de Vanessa. Elle était un accessoire de sa victoire. Dans la défaite, elle était un poids mort. Son objectif était unique. Hélène. Il fit son troisième mouvement, le plus audacieux. Il appela un concurrent direct de M. Dubois, un rival suisse avec qui il avait des affaires secondaires. « J'ai une proposition pour saboter l'acquisition de Veridian Tech », dit Arthur.
Le groupe de Dubois a une faiblesse, et je sais exactement laquelle. Il était prêt à tout brûler, à se nuire dans d'autres affaires, juste pour s'assurer que l'accord qu'Hélène avait sauvé se transforme en poussière. C'était la tactique de la terre brûlée. S'il ne pouvait pas gagner, personne ne gagnerait. Cette nuit-là, Hélène était assise dans le noir de son salon, le téléphone devant elle. D'un côté, le numéro de M. Dubois, la promesse. De l'autre, les messages de menace, la réalité, les factures sur la table, la solitude. Le poids de tout cela l'écrasa. Le doute l'envahit. Peut-être aurait-elle dû se taire, nettoyer le vin, ravaler sa fierté. Au moins, elle aurait un emploi, la sécurité, la paix. Les larmes vinrent, silencieuses et amères, des larmes de rage et de frustration. Elle regarda sa petite étagère. Il y avait une boîte en bois. À l'intérieur, la seule chose de valeur qu'elle avait sauvée de son ancienne vie. Le stylo plume de son père. Elle le prit. Le métal froid et le poids familier dans sa main. Elle se souvint de ses paroles. « Ton esprit est la seule chose que personne ne pourra jamais te prendre. » Arthur pouvait lui prendre son travail. Il pouvait salir son nom. Il pouvait même menacer sa sécurité. Mais il ne pouvait pas lui prendre son savoir. Il ne pouvait pas lui prendre qui elle était. La colère remplaça la peur. La détermination remplaça le doute. Il ne s'agissait plus de trouver un emploi. Il s'agissait de reconquérir sa vie. Il s'agissait de justice. Pour son père, pour elle-même. Elle n'allait pas se cacher. Elle n'allait pas fuir. Elle allait se battre. La décision prise, un nouveau calme l'envahit. Elle prit le téléphone, ignora les menaces. Elle composa le numéro de la carte de visite, celui qui représentait l'avenir. La voix à l'autre bout était professionnelle. Cabinet de M. Dubois. Hélène prit une profonde inspiration. Sa voix ne trembla pas. « S'il vous plaît, dites à M. Dubois que c'est Hélène Beaumont. J'ai une contre-proposition et j'ai la stratégie pour démanteler l'empire d'Arthur, pièce par pièce. » Le stylo dans sa main n'était pas seulement du métal et de l'encre. C'était une promesse. Son poids la transporta 3 ans en arrière, à l'odeur d'antiseptique, au son rythmé d'une machine d'hôpital. Son père, Alain Beaumont, était allongé sur le lit blanc. Lui, qui avait été un chêne, n'était plus qu'une branche fragile. La trahison d'Arthur, son protégé, son gendre, avait été le coup de grâce. Pas la crise cardiaque qui l'avait mis là, mais la rupture de confiance qui lui avait volé sa volonté de se battre. Les médecins appelaient ça une défaillance multiviscérale. Hélène appelait ça un cœur brisé. Il la vit à la porte et ses yeux, encore lucides, s'illuminèrent. Il lui fit signe de s'approcher. La voix était un murmure, rêche comme du papier de verre. « Ils ont tout pris, n'est-ce pas ?» demanda-t-il sans amertume. C'était une constatation. Hélène ravala ses larmes. « Papa, ne te fatigue pas. Ce n'est pas un effort, c'est de la clarté, » dit-il. Arthur est un voleur de choses. Il a pris les bâtiments, les comptes, le nom de l'entreprise sur la porte. Des choses. Mais il ne comprend rien à la valeur. Il a volé la maison, mais il ne sait pas comment la construire. Il n'a pas le plan. Le plan, il est ici. Avec effort, Alain pointa sa propre tête, puis celle d'Hélène. Sa main trembla en atteignant le tiroir de la table de chevet. Il en sortit un vieux stylo-plume. Le corps en métal brossé, la plume en or usée par le temps. « Ce stylo », murmura-t-il en le plaçant dans sa main, « a signé le premier contrat, a acheté la première machine, a payé tes études. Il a construit notre monde à partir de rien, avec juste une idée et de l'encre sur du papier. » Il tint sa main dans la sienne, sa peau fine comme du papier. Sa poigne était étonnamment forte. Ils ont pris ce que l'encre a écrit. Mais ils ne peuvent pas prendre la main qui l'a guidé. Ils ne peuvent pas prendre ton esprit, Hélène. C'est le seul actif que personne ne peut liquider. Le seul coffre-fort que personne ne peut forcer. Il la regarda droit dans les yeux. L'urgence d'un homme qui a peu de temps. Promets-le-moi. Promets que tu n'oublieras jamais ça. Promets que tu utiliseras cet esprit pour signer ton propre destin. Hélène ne put parler. Elle hocha simplement la tête, les larmes coulant librement sur son visage. Elle serra le stylo. C'était un héritage, une arme, une responsabilité. De retour dans le présent,
La lumière de la rue entrait par la fenêtre de son petit appartement. Le stylo était toujours dans sa main. Le whisky d'Arthur dans son penthouse ne pourrait jamais acheter ce qu'elle tenait. Ce métal froid contenait plus de valeur que tout son empire. Le souvenir n'apporta pas de tristesse, il apporta de la concentration. Arthur avait volé son passé. Elle utiliserait cette promesse pour lui reprendre son avenir. La rencontre eut lieu dans la suite présidentielle d'un hôtel discret. Monsieur Dubois ne voulait pas être vu avec elle. Pas encore. L'air sentait le café frais et le pouvoir. Il ne perdit pas de temps en amabilité. Il lui désigna une chaise. « Mademoiselle Beaumont, votre appel était intrigant. Vous avez parlé d'une stratégie. Parlez. » Hélène s'assit. Elle ne montra aucune intimidation. Elle ouvrit son dossier et posa une seule feuille de papier sur la table. « Ceci n'est pas une vengeance personnelle, monsieur Dubois. C'est une analyse de risques et d'opportunités. Arthur n'est pas seulement un homme cruel, c'est un piètre homme d'affaires. Son entreprise, l'ancienne entreprise de mon père, est un château de cartes, et je sais où se trouvent toutes les cartes truquées. » Dubois l'étudia. « Continuez. » Il a bâti sa croissance sur deux choses, des acquisitions à effet de levier et la fraude fiscale. Il achète des entreprises, les vide de leurs actifs et laisse la coquille derrière, endettée. Le profit réel n'est pas réinvesti, il est détourné vers des comptes offshore via un réseau de sociétés écrans. Ce que vous avez vu à la fête n'était pas juste une erreur dans un contrat, c'était un symptôme de toute la maladie. Il réduit les coûts dans des domaines critiques, comme le conseil juridique, parce que l'argent s'hémorragie ailleurs. Elle marqua une pause, laissant l'information être absorbée. Menacer votre accord avec moi n'était pas un acte de force, c'était du désespoir, parce que ce contrat était la seule injection de capital légitime qu'il aurait cette année. Il a besoin de votre argent pour couvrir les trous qu'il a lui-même creusés. Dubois se renversa dans son fauteuil, une lueur d'intérêt dans ses yeux. Pouvez-vous le prouver? Pas encore. Mais je sais où chercher. Je connais la structure que mon père a créée, et je sais comment Arthur la pervertirait pour servir ses objectifs. J'ai besoin d'un accès à des bases de données financières, des registres d'entreprises internationaux, et j'ai besoin de temps. Et qu'est-ce que j'y gagne? Demanda Dubois. La question à $1 milliard. Premièrement, la satisfaction de ne pas être trompé par un amateur, dit Hélène avec un léger sourire. Deuxièmement, l'opportunité d'acquérir les débris de son empire pour une bouchée de pain quand tout s'effondrera. Les brevets, l'immobilier, les actifs réels qu'il n'a pas encore réussi à liquider. Et troisièmement, la justice, qui, occasionnellement, est aussi une bonne affaire. Dubois resta silencieux pendant une longue minute. Il se leva et alla à la fenêtre, regardant la ville. « Vous me rappelez moi-même, il y a 30 ans, dit-il sans se retourner. Affamé et sous-estimé, vous aurez ce dont vous avez besoin. Un ordinateur portable sécurisé, un accès illimité à notre terminal Bloomberg et un fonds pour vos dépenses. Considérez-vous comme une consultante, bien rémunérée, mais comprenez bien, si vous échouez, cette conversation n'a jamais eu lieu. Je n'échouerai pas, dit Hélène. Le quartier général de sa guerre était la Bibliothèque nationale, un palais de marbre et de silence. Tandis qu'Arthur conspirait dans sa tour de verre, Hélène travaillait à une table en chêne massif, entourée par des siècles de savoir. C'était son territoire. Les jours se transformèrent en semaines. Sa routine était monacale. Café fort le matin. 12 heures d'immersion totale. Elle ne cherchait pas seulement, elle chassait. Sur l'ordinateur que Dubois lui avait donné, elle plongea dans les registres. Elle commença par l'évidence, les sociétés d'Arthur. Puis, elle alla plus loin. Elle croisa les noms des directeurs avec des registres de propriété au Panama. Elle trouva 3 sociétés écrans au nom de dieux grecs. Arès, Apollon, Hermès, toutes enregistrées à la même adresse. Un cabinet d'avocats connu pour se spécialiser dans le blanchiment d'argent. Elle passait des heures à analyser les bilans annuels,
ligne par ligne, cherchant les anomalies que seul quelqu'un qui connaissait l'âme de l'entreprise pouvait voir. Une dépréciation d'actifs accélérée et injustifiée en 2022. Une augmentation exorbitante des frais de consultation pour des entreprises inconnues. C'était la piste de miettes de pain d'Arthur. Il était arrogant. Il pensait que personne n'aurait jamais la patience ou la connaissance pour la suivre. Mais la piste était complexe. Les miettes la menaient à des impasses, des comptes qui étaient fermés, des sociétés qui étaient dissoutes. Elle avait la carte du trésor, mais il lui fallait la clé. La clé vint d'une manière inattendue. Un email d'une adresse générique. L'objet disait « Loyauté à Alain ». Le corps de l'email était court. « Café Martin, demain, 15 heures. Asseyez-vous à la table du fond. » Hélène sentit un frisson. Ce ne pouvait être qu'une personne. Élise, la secrétaire de son père pendant 30 ans. Une femme qu'il avait vu tout construire et le voir être détruit. Le lendemain, dans le café simple et bruyant, loin des cercles de pouvoir, Hélène la retrouva. Élise semblait plus âgée. Ses cheveux, autrefois impeccables, montraient maintenant des mèches blanches d'inquiétude. Elle tenait une tasse de café avec des mains tremblantes. « J'ai vu ce que ce démon vous fait dans les journaux », dit Élise, sa voix basse et pleine d'une colère contenue. « Ce qu'il a fait à votre père n'était pas suffisant. Il veut effacer votre mémoire. »« Élise, c'est dangereux pour vous d'être ici, » dit Hélène. « Ce qui est plus dangereux, c'est de laisser un monstre gagner, » rétorqua-t-elle. « Votre père, c'était un homme bon. Il faisait confiance aux gens. Arthur a utilisé ça contre lui. Je n'ai jamais fait confiance à ce garçon, jamais. » Élise regarda autour d'elle, s'assurant que personne ne les écoutait. Elle ouvrit son sac et en sortit une enveloppe Kraft. Elle la fit glisser sur la table. « Je n'ai pas pu faire grand-chose. Arthur m'a tenu à l'écart des registres principaux. Mais j'étais responsable des archives, des choses qu'il pensait ne plus avoir d'importance. Et j'ai fait des copies. » Hélène ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, pas de tableur ou d'extrait de compte. Il y avait des copies de notes de frais, des dizaines, datant de 3 ans, pendant l'OPA hostile. « Regardez les rapports de voyage, » murmura Élise. « Il a dit au conseil qu'il était à Zurich pour négocier avec les banques suisses, mais c'est moi qui ai réservé son hôtel. Je sais où il est vraiment allé. » Hélène regarda la note. Hôtel, vol, frais de voiture. La destination n'était pas Zurich. C'était une petite île des Caraïbes, les îles Caïmans, connue pour une seule chose, le secret bancaire et la date. C'était la même date où 10 millions d'euros avaient disparu des actifs de Beaumont Corp, justifiés comme une perte d'investissement. C'était ça. La clé, le lien matériel entre Arthur et le paradis fiscal. Le mensonge documenté. « Il pensait que j'étais juste une vieille femme qui classait de vieux papiers, » dit Élise, avec une pointe de l'ancienne fierté dans sa voix. « Mais je n'ai jamais rien jeté que votre père ait touché. » Les larmes montèrent aux yeux d'Hélène. Elle se leva et serra la femme dans ses bras. « Vous ne savez pas ce que vous avez fait, Élise. Vous nous avez donné une chance. Allez, ma petite, rendez-lui justice, » dit Élise en s'écartant. « Maintenant partez, avant que quelqu'un ne nous voie. » Hélène retourna à la bibliothèque. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de pourpre. Elle sentait l'adrénaline de la chasse, le chaînon manquant. Elle tapa le nom de l'hôtel des îles Caïmans dans la base de données. Elle le croisa avec les registres de vol. Et puis, utilisant le logiciel fourni par Dubois, elle chercha des transactions bancaires de haute valeur dans cette juridiction à cette date précise. Un seul drapeau rouge apparut à l'écran. Un transfert d'exactement 10 millions d'euros de Beaumont Corp à l'une des sociétés écrans au nom de dieu grec, Hermes Global Holdings. Et le nom sur le compte d'Hermes n'était pas celui d'Arthur, c'était celui d'un mandataire, un avocat local. Mais l'adresse de correspondance secondaire de ce compte, Hélène retint son souffle. C'était l'adresse du bureau d'Arthur. Elle avait tout. Le mensonge, le détournement, la destination, la preuve. Elle se renversa sur sa chaise en chêne. Le silence de la bibliothèque était total. Sur l'écran de l'ordinateur portable, la toile d'araignée d'Arthur brillait, exposée.
Elle n'avait pas seulement une défense, elle avait une potence, et elle savait exactement comment l'utiliser. Le dossier final était une œuvre d'art. Hélène le présenta à Dubois dans une salle de conférence sécurisée, louée sous un faux nom. C'était 40 pages de graphiques, de chronologie et de preuves documentées. Le voyage aux îles Caïmans n'était que le chapitre d'ouverture. Elle avait cartographié tout le réseau de sociétés écrans, suivi les transferts et relié la fraude fiscale à des projets immobiliers gonflés qui servaient de principales machines à blanchir l'argent d'Arthur. Elle n'avait pas seulement prouvé le vol, elle avait prouvé que l'entreprise d'Arthur était fondamentalement insolvable, une fraude élaborée qui dépendait de nouvelles injections de capitaux, comme celle de Dubois, pour payer les anciens passifs. Un système de Ponzi d'entreprise. Dubois lut le résumé, puis survola les preuves. Il ne dit pas un mot pendant 10 minutes. Le seul son était le bruissement des pages. Finalement, il ferma le dossier. Ses yeux, autrefois ceux d'un investisseur sceptique, étaient maintenant ceux d'un prédateur qui a flairé le sang. « C'est complet », dit-il avec une admiration réticente. « C'est plus que ce que j'avais demandé. C'est une exécution. » « C'est le seul moyen d'en finir, » répondit Hélène. « Inutile de couper une branche. Il faut arracher la racine. Et que proposez-vous ? Demain, vous convoquez une réunion d'urgence du conseil de Veridian Tech, l'entreprise que vous êtes en train d'acquérir. Arthur sera là, tous ses associés seront là. L'ordre du jour officiel sera une révision finale des termes de la diligence raisonnable. Mais le véritable ordre du jour, ce sera ça. Elle tapota la couverture du dossier. Un procès public, songea Dubois. Risqué. Il peut avoir des alliés au conseil. Il n'a pas d'alliés. Il a des partenaires commerciaux qui ne savent pas qu'ils se font duper. Quand ils verront que le navire coule, ils ne sombreront pas avec le capitaine. Ils le jetteront au requin, affirma Hélène. Dubois sourit, un sourire fin et dangereux. Très bien. La réunion sera convoquée dans 48 heures. Soyez prête, mademoiselle Beaumont. Le spectacle sera à vous. La convocation de la réunion arriva dans la boîte de réception d'Arthur, comme une sirène d'alarme. Le texte était vague, corporatif. Mais l'expéditeur et l'urgence étaient anormaux. Il appela un de ses contacts au conseil. « Que se passe-t-il, Robert ?»« Je ne sais pas, Arthur. Le ton de Dubois était étrange. Fermé. Il a dit que c'était une formalité. Mais ça n'en avait pas l'air. » Arthur raccrocha. Une sueur froide commença à perler sur sa nuque. Le silence d'Hélène, ces dernières semaines. Les nouvelles à son sujet avaient disparu. Les tabloïds qu'il avait payés s'étaient tus. Il avait cru qu'elle avait abandonné, écrasé par sa campagne de diffamation. Maintenant, il comprenait. Ce n'était pas du silence, c'était de la préparation. L'animal acculé est le plus dangereux. Cet instinct de survie s'empara d'Arthur. La panique laissa place à une clarté glaciale. Il ne pouvait pas réfuter ses preuves. Il ne savait même pas ce qu'elles étaient, mais il savait que, connaissant Hélène, elles seraient irréfutables. Par conséquent, la seule issue était de détruire la crédibilité de la messagère. La détruire de manière si complète, si publique, que rien de ce qu'elle dirait ne serait pris au sérieux. Il passa la nuit blanche, pas avec du whisky, mais avec du café noir, au téléphone avec les pires hommes que l'argent puisse acheter, un hacker, un expert comptable judiciaire à la morale d'un chacal, un avocat spécialisé dans l'enterrement de réputation. Le plan était diabolique dans sa simplicité. Il n'allait pas seulement l'accuser, il allait créer les preuves. « J'ai besoin d'une transaction », dit Arthur au comptable au téléphone. Sa voix était un murmure conspirateur. « Retourne dans les archives de Beaumont, avant mon acquisition. Trouve un paiement important qu'Hélène a autorisé. Pour un fournisseur, un projet, n'importe quoi. » 2 heures plus tard, le comptable rappela. « Trouvé. Un paiement d'1 800 000 pour une société d'ingénierie conseil sur un projet d'expansion. Sa signature est partout sur l'ordre de paiement. Parfait, dit Arthur. Maintenant, écoute attentivement. » Il passa l'heure suivante à dicter l'architecture de la fraude. Le hacker créerait une fausse piste numérique, modifiant les archives pour montrer que la société d'ingénierie était une façade.
Le comptable créerait une nouvelle piste papier avec de fausses factures et des relevés bancaires falsifiés, montrant que l'argent avait finalement été détourné vers un compte offshore. Et la partie la plus cruelle, le compte serait enregistré au nom d'une œuvre de charité pour orphelins que la mère d'Hélène soutenait. Mais les faux documents montreraient qu'Hélène était la seule contrôleuse du compte. La narration était parfaite. Hélène, la fille froide et calculatrice, volant son propre père, utilisant l'œuvre de charité de sa défunte mère comme façade. C'était un mensonge si monstrueux qu'il semblait vrai. La veille de la réunion du conseil, la bombe explosa. Arthur ne divulgua pas l'histoire à un blog. Il la livra, avec le dossier complet de preuves fabriquées, au plus grand journal financier du pays, un média à la réputation de sérieux impeccable. Hélène était dans son appartement, révisant sa présentation une dernière fois, quand son téléphone se mit à vibrer sans arrêt. Messages, notifications, appels. Elle ouvrit le lien qu'une amie lui avait envoyé. Le titre la frappa comme un coup de poing à l'estomac. Scandale Beaumont. Des documents révèlent comment Hélène Beaumont a détourné près de 2 millions d'euros de l'entreprise de son père en utilisant une fausse œuvre de charité. L'article était long, détaillé. Il montrait des copies des preuves, les factures, les extraits, sa signature. L'histoire était racontée de manière factuelle, citant des sources anonymes proches de l'ancienne direction. La réputation du journal donnait un poids écrasant au mensonge. Son monde s'effondra. Tout ce qu'elle avait construit ces dernières semaines, l'alliance avec Dubois, la préparation méticuleuse, tout réduit en poussière. Le téléphone sonna. C'était Dubois. Hélène. Sa voix était tendue, dépourvue de toute la confiance antérieure. « Je viens de voir, qu'est-ce que c'est que ça ?»« C'est un mensonge, Jacques. C'est un coup monté d'Arthur, peut-être, mais ça a l'air vrai. Mes partenaires à Paris lisent ça en ce moment. Notre service juridique est en panique. Ils me disent d'annuler la réunion et de m'éloigner de vous immédiatement. Votre crédibilité s'est évaporée. Ne le laissez pas gagner comme ça, implora Hélène, le désespoir dans la voix. Il ne s'agit pas de gagner, Hélène. Il s'agit de limiter les dégâts. La réunion de demain, je ne vois pas comment vous pouvez vous présenter maintenant. Vous avez été dépeinte comme une criminelle. Tout ce que vous direz contre lui sonnera comme une vengeance désespérée. Il avait raison. Arthur ne l'avait pas seulement attaqué. Il l'avait neutralisé. Il avait transformé son épée en une arme factice. L'appel se termina. Hélène resta dans le silence de son appartement. Son dossier, la vérité, était sur la table. Mais l'éclat du téléphone à côté montrait le mensonge que le monde entier croyait désormais être la vérité. Elle regarda les papiers, puis le téléphone. Le piège était parfait. Si elle reculait, il gagnait. Si elle attaquait, elle serait perçue comme une voleuse, accusant sa victime. Elle était piégée, totalement seule. Et la bataille finale était dans moins de 12 heures. Pour la première fois, la victoire ne semblait pas seulement lointaine. Elle semblait impossible. La salle de réunion était un aquarium de pouvoir. Des murs de verre du sol au plafond donnaient sur la ville, mais à l'intérieur, l'air était raréfié. Une longue table en acajou poli reflétait les visages sérieux de 12 hommes et une femme. C'étaient les associés, directeurs et avocats du consortium de Dubois. Au centre de tout, Arthur. Il ne ressemblait pas à un méchant. Il ressemblait à un martyr. Le costume sombre, l'expression de douleur contenue, le verre d'eau intact devant lui. Il était l'image de la trahison subie. Quand Hélène entra, un silence hostile l'engloutit. Elle portait un tailleur simple, gris. Elle était pâle, avec des cernes sombres sous les yeux, mais sa colonne vertébrale était d'acier. Elle ne regarda personne. Elle marcha simplement jusqu'à la chaise vide qui lui avait été assignée, loin de la table principale, comme une accusée dans un tribunal. Monsieur Dubois était à l'extrémité opposée d'Arthur. Il ne croisa pas son regard. Le président du conseil, un homme nommé docteur Renaud, s'éclaircit la gorge. « Messieurs, nous avons convoqué cette réunion pour clarifier une situation délicate qui a été rendue publique. Elle impacte directement l'intégrité de notre futur partenaire, Monsieur Arthur Lemaire. Arthur,
La parole est à vous. Arthur se leva lentement. Il tenait une copie imprimée de l'article de journal. « Merci, docteur Renaud. » Sa voix était grave, pleine d'une fausse émotion. « J'aurais aimé que nous ne soyons pas ici. J'aurais aimé que cette affaire puisse être résolue en privé, avec la dignité que la famille mérite. » Il marqua une pause, regardant Hélène avec une tristesse étudiée. Beaucoup d'entre vous ont connu Hélène à son apogée, un esprit brillant, une femme forte, la femme que j'ai épousée. Mais, inexorablement, la pression et certaines instabilités l'ont consumée. Le document que vous voyez dans ce journal n'est pas une accusation, c'est une tragédie. Il projeta sur l'écran les copies des documents falsifiés, les factures, les extraits, sa signature. « J'ai découvert ce détournement il y a longtemps, » mentit-il, avec la fluidité d'un sociopathe. « Je l'ai couvert pour protéger le nom de la famille Beaumont, pour protéger l'héritage d'Alain. J'espérais qu'avec le temps, Hélène chercherait l'aide dont elle avait besoin. Mais au lieu de cela, sa colère s'est retournée contre moi. L'attaque qu'elle a menée à la fête de Christophe, la tentative de saboter cette affaire, sont les symptômes de la même maladie. Un appel à l'aide. » Il termina, la voix étranglée par l'émotion. « Je vous prie de m'excuser d'avoir amené ce drame personnel dans cette salle. Mon seul objectif maintenant est d'aller de l'avant et de m'assurer que notre partenariat soit construit sur une base de transparence et de vérité totale. » Il s'assit. La performance était parfaite. Les membres du conseil le regardaient avec sympathie. L'un d'eux posa même une main réconfortante sur son épaule. Docteur Renaud se tourna vers Hélène. Le mépris sur son visage était évident. « Mademoiselle Beaumont, le Conseil souhaite vous donner l'opportunité de vous exprimer avant de clore cette question et de procéder au vote pour réaffirmer notre partenariat avec Monsieur le maire. » Le message était clair, sa chance n'était qu'une simple formalité. Hélène se leva. Le silence revint, mais il était maintenant lourd, impatient. Elle se dirigea vers le pupitre. Elle ne regarda pas les papiers devant elle. Elle regarda chaque membre du conseil, un par un. « Merci, docteur Renaud, » commença-t-elle, la voix calme et étonnamment ferme. « Je ne vais pas vous faire perdre votre temps en répondant à cette fiction, parce que l'histoire que monsieur le maire a racontée n'est pas le vrai problème. C'est juste un symptôme de plus. » Elle prit la télécommande, et l'image des faux documents d'Arthur disparut de l'écran. À sa place, apparut le titre de sa propre présentation, « Analyse de risques structurels, l'insolvabilité de Lemaire global ». Il y eut un murmure de protestation dans la salle. « Mademoiselle, vous vous écartez du sujet », commença Renaud. « Au contraire », l'interrompit Hélène. « Je vais droit au cœur du problème. Vous êtes sur le point d'investir des centaines de millions dans une entreprise qui est une fraude. Et je vais le prouver. » Pendant les 20 minutes suivantes, elle les guida à travers la toile d'araignée, la même qu'elle avait assemblée à la bibliothèque, mais maintenant en direct. Elle montra les sociétés écrans. Elle montra le voyage d'Arthur aux îles Caïmans à la date même où 10 millions d'euros avaient disparu. Elle montra le réseau de détournement d'actifs. Les visages dans la salle changèrent. L'impatience laissa place à une attention tendue. Les avocats commencèrent à prendre des notes. Son histoire était dense, complexe, mais indéniablement bien documentée. Arthur commença à transpirer. C'est absurde, une fantaisie créée par une femme désespérée pour se venger. Hélène ne se laissa pas démonter. Elle passa à la diapositive suivante. « Monsieur le maire prétend que j'ai détourné 1 800 000 euros. Et il a partiellement raison. Cette transaction a bien existé. » La mâchoire d'Arthur tomba. Il ne s'attendait pas à ça. C'était le paiement final pour l'entreprise de construction Fontaine Ingénierie, pour le projet d'expansion de notre ancien centre de distribution. Un projet qui, ironiquement, a généré un bénéfice de 12 millions l'année suivante. Elle cliqua à nouveau. Une fenêtre d'appel vidéo s'ouvrit sur l'écran. Le visage d'un homme aux cheveux grisonnants et à lunettes apparut. « Docteur Renaud, membre du conseil, voici Monsieur Charles Fontaine, PDG de Fontaine Ingénierie. Monsieur Fontaine, pourriez-vous confirmer au conseil la réception de ce paiement, à cette date, pour des services légitimement rendus à Beaumont Corp ?» La voix de Fontaine était claire. «
Absolument. J'ai les registres ici. C'était l'un des derniers projets que nous avons eu l'honneur de réaliser avec Monsieur Alain. Un homme de parole. L'appel vidéo se termina. La première fissure dans l'armure d'Arthur apparut. Son mensonge avait été exposé. Mais c'était encore sa parole, et celle de Fontaine contre ses faux documents. Hélène s'éloigna du pupitre, se rapprochant de la table. La vraie question, messieurs, ne concerne pas mon innocence. Elle concerne la méthodologie du criminel. Un bon menteur utilise toujours une part de vérité. Arthur a utilisé une transaction réelle comme base pour sa fiction. Mais pour créer une fiction aussi élaborée, avec des documents aussi parfaits, il faut engager des professionnels. Et les professionnels coûtent cher. Le regard d'Arthur devint un regard de pure panique. Il commençait à comprendre où elle voulait en venir. Hélène projeta sur l'écran la preuve finale qu'elle avait trouvée. L'image du compte d'Hermes Global Holdings, la société offshore aux îles Caïmans. Vous vous souvenez de ce compte ? Le compte vers lequel les 10 millions d'euros ont été détournés. Le compte qui prouve le début de la fraude d'Arthur. Elle zooma sur l'extrait. Maintenant, regardez cette transaction. D'il y a 3 jours, un virement de 200 000 euros. Elle cliqua une dernière fois. Le nom du bénéficiaire apparut, net et indéniable sur l'écran géant. Groupe Ombre d'Intelligence Corporative. Hélène se tourna vers le conseil. Sa voix était froide comme l'acier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le groupe Ombre est l'entreprise la plus notoire du pays en matière de gestion de crise. Ils sont experts dans la falsification de documents, dans la création de récits mensongers, dans la destruction de réputation. Ils sont les meilleurs et les plus chers mercenaires d'entreprise que l'argent puisse acheter. Elle laissa l'information flotter dans l'air un instant. Puis, elle porta le coup de grâce. Arthur a utilisé l'argent qu'il a volé à moi et à mon père pour payer les hommes qui ont créé le mensonge selon lequel j'étais la voleuse. Il s'est servi du crime originel pour financer la calomnie. Cet extrait, messieurs, ne prouve pas seulement mon innocence. C'est la confession signée d'Arthur. La preuve irréfutable qu'il n'est pas seulement un voleur. Il est l'architecte de chaque mensonge que vous avez entendu aujourd'hui. Le silence dans la salle était absolu. C'était un vide. Le son d'un verre d'eau renversé par une main tremblante résonna comme un coup de feu. Tous les regards passèrent de l'écran, au visage cireux et sans voix d'Arthur, et enfin à Hélène, qui se tenait debout, non plus comme une accusée, mais comme l'exécutrice. Le silence qui suivit la révélation d'Hélène était différent. Ce n'était plus un silence de choc. C'était un silence de calcul. Les 12 hommes et la femme dans la salle n'étaient pas un public de théâtre. C'étaient des prédateurs. Et ils venaient de réaliser que l'un des leurs était blessé, saignant, et qu'il entraînerait toute la meute au fond de l'abîme s'il ne coupait pas le membre infecté. Ce fut l'avocat principal du consortium, Maître Ménézès, qui parla le premier. Il ne regarda ni Arthur ni Hélène. Il regarda les papiers devant lui, comme s'il lisait une sentence. « Sur la base de l'extrait d'Hermes Global Holdings, commença-t-il, la voix dénuée de toute émotion, nous avons la preuve d'un acte de fraude électronique transnationale. L'utilisation d'une société offshore pour financer des activités illicites, en l'occurrence la fabrication de preuves et la diffamation, est un crime fédéral. De plus, la présentation frauduleuse de la santé financière de Lemer Global pendant le processus de diligence constitue une escroquerie en bande organisée contre ce conseil. Chaque mot était un clou dans le cercueil d'Arthur. Ménézès n'exprimait pas une opinion. Il énumérait les articles du code pénal. Dr Renaud, le président, dont le visage était auparavant un masque de mépris pour Hélène, était maintenant une toile de fureur glaciale. Il se sentait idiot, dupé. Sa réputation, sa diligence, tout était remis en question par l'arrogance d'un seul homme. Il se leva, les mains à plat sur la table en acajou. Il s'adressa à Hélène, et sa voix, maintenant, était empreinte d'un profond respect. « Mademoiselle Beaumont, au nom de tous dans cette salle, je vous présente mes excuses. Nous avons été aveugles. Votre courage et votre clarté aujourd'hui n'ont pas seulement sauvé ce consortium d'une erreur catastrophique, mais ont aussi mis en lumière un crime qui devait être exposé. Nous vous devons notre gratitude. Ces excuses publiques
devant tout le monde, furent la première étape de la restauration de sa dignité. Puis Renaud se retourna. Son visage se transforma en une grimace de pur dégoût. Il regarda Arthur comme on regarde quelque chose qui a rampé dessous une pierre. « Monsieur le maire, en tant que président de ce conseil d'acquisition, ma première action est de vous informer que notre proposition, d'une valeur de 500 millions d'euros, est, avec effet immédiat, définitivement annulée et retirée. Tout accord préliminaire, verbal ou écrit, est nul. Il n'y a pas d'affaire. Il n'y en a jamais eu. » Le premier pilier du monde d'Arthur s'effondra. L'affaire qui devait le sauver, qui était la pièce maîtresse de son avenir, partit en fumée. Arthur tenta de se lever. « Renaud, attendez, nous pouvons en discuter. C'était une erreur de jugement. »« Asseyez-vous !» La voix de M. Dubois claqua comme un fouet. Il était maintenant debout. Si Renaud était l'autorité locale, Dubois était la puissance mondiale, et il était furieux. « Erreur de jugement ?» répéta Dubois, marchant lentement autour de la table vers Arthur. « Vous nous avez pris pour des imbéciles. Vous avez utilisé la réputation de ma banque, la confiance de mes investisseurs, pour tenter de sauver votre fraude pathétique. Vous n'avez pas commis une erreur de jugement, Arthur. Vous avez commis un crime contre nous. » Dubois s'arrêta juste derrière la chaise d'Arthur. Par conséquent, mon action en tant que principale partie prenante est la suivante. Mes avocats, à cet instant précis, déposent une plainte au civil contre vous et le maire global. Nous demanderons réparation pour dommages, pertes et présentations frauduleuses. Nous allons geler chaque centime que vous possédez, chaque compte, chaque propriété, chaque action. Votre empire de mensonges sera liquidé pour payer votre arrogance. Vous ne sortirez pas de là seulement sans notre affaire. Vous en sortirez sans rien. Le deuxième pilier, sa fortune, s'écroula. Arthur tremblait visiblement maintenant. La sueur coulait sur son front. Il regarda autour de la table, cherchant un seul regard de sympathie. Il ne trouva que des visages de pierre. Un des directeurs de la propre entreprise d'Arthur, Robert, celui qu'il avait appelé auparavant, leva la main. « Docteur Renaud, Monsieur Dubois, si vous me le permettez, en tant que membre du conseil de Lemaire Global et au vu de ces révélations choquantes, il se tourna vers Arthur. Il n'y avait aucune amitié dans ses yeux, seulement de l'autopréservation. Arthur, au nom du conseil d'administration, vous êtes suspendu de toutes vos fonctions de PDG et de président, avec effet immédiat, pendant que nous menons une enquête interne, qui, je soupçonne, sera assez rapide. Le troisième pilier, son pouvoir, son statut, le titre qui le définissait, arraché. Arthur retrouva enfin sa voix. C'était un cri rauque et désespéré. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le maire global. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien. Vous l'avez bâtie sur les ruines de l'entreprise de mon père. » La voix d'Hélène trancha l'air, calme et létale. « Et avec l'argent que vous lui avez volé, vous n'avez rien bâti. Vous avez seulement parasité. » La vérité finale le fit taire. Dubois donna le coup de grâce. Et pour garantir qu'aucune preuve ne soit détruite et que la justice soit pleinement servie, il fit un signe à son assistant qui se tenait près de la porte. L'assistant ouvrit la porte de la salle de réunion. Deux hommes grands, en costume, entrèrent. Des badges de la police judiciaire pendaient à leur cou. « Messieurs, » dit Dubois aux policiers, « je crois que monsieur le maire a des informations qui seront du plus grand intérêt pour votre brigade financière. » Le quatrième pilier, sa liberté, disparut. Arthur regarda les policiers. La réalité le frappa avec la force d'un train. C'était fini. Il n'y avait plus nulle part où fuir. Plus personne à appeler, plus de mensonges à raconter. Il se tassa sur sa chaise. L'homme qui, quelques jours plus tôt, exigeait qu'une femme s'agenouille pour nettoyer son vin renversé, n'était plus qu'un animal pathétique, acculé, attendant l'abattage. Dr Renaud fit un geste au chef de la sécurité du bâtiment, qui était également entré dans la pièce. « Veuillez escorter les affaires de monsieur le maire. Son accès à ce bâtiment, à ses emails, à tout, a été révoqué. Il n'est plus le bienvenu ici. » Le garde s'approcha d'Arthur. « Monsieur, veuillez me suivre. » La phrase était polie. L'ordre était de faire. Arthur ne bougea pas. Il regardait droit devant,
le reflet de son propre visage défait dans l'acajou poli. Un homme qui avait tout, et qui, en une seule matinée, pour avoir sous-estimé la femme qu'il avait détruite, avait tout perdu. Les policiers se positionnèrent à côté de lui. La sanction n'était plus une discussion. C'était un fait physique, une réalité imminente. Son monde ne s'était pas seulement effondré. Il avait été systématiquement démoli, pièce par pièce, devant tous ceux qu'il avait essayé d'impressionner. Et l'architecte de la démolition regardait tout en silence. Pendant un long moment, Arthur resta immobile. Seul le son de sa respiration rapide et superficielle brisait le silence. Son esprit, autrefois si agile à calculer mensonges et stratégies, s'était arrêté. Il regardait son reflet dans l'acajou poli, mais ne se voyait pas. Il voyait un fantôme, un étranger dans ses vêtements chers. Le choc initial commença à s'estomper, laissant place à un déni désespéré. Il se tourna sur sa chaise, les yeux écarquillés à la recherche d'un visage ami, d'un dernier allié. Son regard se fixa sur Robert, le directeur qu'il considérait comme son bras droit. « Robert, ne, murmura-t-il, la voix rauque, tu ne vas pas les laisser faire ça. Dis-leur, parle-leur de nos plans, du fonds d'expansion. Nous avons fait ça ensemble. » Robert recula d'un pas, comme si la proximité d'Arthur pouvait le contaminer. Le visage de l'homme était un masque de répulsion. « Il n'y a pas de nous, Arthur, il n'y en a jamais eu. Tu nous as utilisés. Tu as utilisé notre argent et notre confiance pour financer tes fraudes. Tu m'as menti, tu nous as tous menti. Tu es seul là-dedans. » La trahison finale, venant de son propre complice, fut ce qui rompit la digue. Le déni se transforma en une rage impuissante. Le visage d'Arthur se tordit en une grimace de haine pure. Et tout ce venin se tourna vers la seule personne responsable de sa chute. « Toi !» cria-t-il, se levant si brusquement que sa chaise tomba en arrière avec un bruit sourd. Il pointa un doigt tremblant vers Hélène. « C'est toi, ça a toujours été toi, jalouse. Tu n'as jamais supporté que je sois meilleur que ton père, que j'ai pris son affaire médiocre et que je l'ai transformée en un empire. Tu as préféré tout brûler plutôt que de me voir gagner. » Ces paroles, qui auraient pu autrefois intimider ou manipuler, résonnaient maintenant creuses dans la salle. C'étaient les cris d'un enfant gâté dont le jouet a été cassé. Personne ne bougea. Personne ne montra autre chose que du mépris. Son accusation, autrefois si puissante dans le titre d'un journal, n'était plus que le bruit pathétique de sa propre défaite. Hélène le fixa, sans ciller. Elle n'avait pas besoin de dire un mot. Son silence était plus puissant que n'importe lequel de ses cris. Le garde de sécurité s'avança. « Monsieur le maire, c'est terminé, s'il vous plaît. » La présence calme et ferme du garde et des deux policiers l'entoura. Il n'y avait nulle part où aller. La rage s'évanouit, remplacée par un vide terrifiant. L'empire avait disparu, la fortune avait disparu, la liberté était sur le point de disparaître. Tout. Il baissa le bras, ses épaules s'affaissèrent, le feu dans ses yeux s'éteignit, ne laissant que descendre. En un instant, il vieillit de 10 ans. Le prédateur alpha devint un vieil homme fatigué. « Allons-y !» dit l'un des policiers, la voix neutre. Arthur ne résista pas. Il se tourna et commença à marcher vers la porte. La marche de 20 mètres sembla une éternité. Chaque pas était un écho de ses pertes. Il passa devant les hommes qui le flattaient, les avocats qui le craignaient, le pouvoir qu'il commandait. Personne ne le regarda avec pitié, seulement avec soulagement. Quand la porte se referma derrière lui, le son du clic de la serrure fut définitif. Le poison avait été purgé de la salle. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis, comme si un sort avait été rompu, la salle reprit vie. Le docteur, Renaud laissa échapper un long soupir. D'autres se détendirent sur leurs chaises, desserrant les nœuds de leurs cravates. Et puis, un par un, ils se tournèrent vers Hélène. Monsieur Dubois fut le premier à s'approcher. Le respect sur son visage était authentique et profond. « Hélène, dit-il utilisant son prénom pour la première fois, j'ai vu de nombreuses batailles dans des salles de réunion. Aucune comme celle-ci. Votre force, votre intelligence sont d'un calibre rare. C'est un honneur de vous connaître. » Docteur Renaud suivit, le visage rouge de honte. « Mademoiselle Beaumont,
j'ai agi de manière inexcusable. Je vous ai mal jugé. Votre présentation n'était pas seulement brillante, c'était une leçon d'intégrité. J'espère qu'un jour vous pourrez me pardonner. » D'autres se joignirent. Des mains furent tendues. Des compliments furent faits. Incroyable. Un esprit stratégique sans égal. Vous nous avez tous sauvés d'un désastre. Le même public qui, 1 heure plus tôt, la regardait comme une criminelle, l'entourait maintenant, la traitant comme une sauveuse. Leur admiration était un mélange de respect sincère et d'un instinct de s'aligner avec la nouvelle source de pouvoir. Hélène était devenue, dans cette salle, le centre de gravité. Elle écouta tout le monde avec une grâce calme, acceptant les excuses et les éloges d'un hochement de tête. La victoire était la sienne. Mais il n'y avait pas d'exultation sur son visage, juste le calme épuisé d'une guerre longue et difficile qui était enfin terminée. Quand la porte se referma, emportant Arthur et la toxicité de sa présence, l'air dans la salle de réunion sembla changer physiquement. La tension se dissipa, remplacée par une énergie vibrante, presque euphorique. Les hommes qui étaient auparavant juges et jurés devinrent un cercle de courtisans, tous gravitant autour du nouveau soleil de leur univers. Hélène. Monsieur Dubois frappa dans ses mains un son net et final. « Bien, je crois que la réunion initiale est officiellement terminée. Je propose que nous en commencions une nouvelle, une réunion pour discuter de l'avenir. Hélène, s'il vous plaît, asseyez-vous ici. » Il désigna le fauteuil en bout de table, le fauteuil qui appartenait au pouvoir, le fauteuil où Arthur, quelques instants plus tôt, croyait gouverner le monde. Avec un calme qui démentait la tempête d'émotions en elle, Hélène prit place. Tous les regards la suivirent. Dubois resta debout, s'adressant à elle, mais parlant pour que toute la salle entende. Sa voix était celle d'un bâtisseur, non plus celle d'un guerrier. « Hélène, ce que vous avez fait aujourd'hui était plus que dénoncer un criminel. Vous avez réalisé l'audit le plus parfait et le plus hostile dont j'ai jamais été témoin. Vous avez disséqué une entreprise en temps réel et nous avez montré où les os étaient brisés et où la chair était encore saine. La marque Lemaire Global est morte. Elle est radioactive. Personne de sensé n'y toucherait. » Il marqua une pause, son regard intense. « Mais le nom Beaumont, ce nom a un héritage. Il a une histoire d'intégrité, d'innovation. L'infrastructure que votre père a construite, les brevets qu'il a déposés, les ingénieurs qu'il a formés. Une grande partie de cela est encore là, enseveli sous la cupidité d'Arthur. Je ne suis pas intéressé par l'achat des débris d'une fraude. » Il se pencha en avant, les mains sur la table. L'offre vint, non pas comme une demande, mais comme une reconnaissance. « Je suis intéressé par le financement d'une résurrection. Je ne veux pas vous offrir un emploi, Hélène. Ce serait une insulte à vos capacités. Je vous offre un partenariat. Notre consortium apportera le capital nécessaire. Nous liquiderons Lemaire Global, poursuivrons Arthur jusqu'au dernier centime et utiliserons les actifs récupérés comme fondation. Et vous apporterez votre connaissance, votre stratégie, votre nom. Je veux que vous soyez la PDG et présidente du conseil de la nouvelle Beaumont Dubois France. Nous vous donnerons une autonomie totale, un salaire à 7 chiffres et 20% de participation dans la nouvelle société. Nous ne vous donnons pas un poste. Nous vous rendons votre héritage, avec les ressources pour le rendre plus grand que jamais. » La salle resta silencieuse, tous assimilant l'ampleur de l'offre. Ce n'était pas seulement un prix de consolation, c'était un couronnement. C'était la justice dans sa forme la plus poétique et matérielle. Hélène sentit les larmes lui piquer les yeux pour la première fois de la journée. Pas de tristesse ou de colère, mais d'un soulagement écrasant. C'était le poids d'années de lutte, d'humiliation, de survie, qui était enfin retiré de ses épaules. Sa voix sortit un peu tremblante, mais ferme. « J'accepte. » Une salve d'applaudissements spontanés éclata dans la salle. Les mêmes hommes qui l'avaient regardé avec mépris l'applaudissaient maintenant debout. Alors que les avocats commençaient à discuter des détails techniques, Hélène s'écarta discrètement dans un coin de la pièce, près de la fenêtre. Elle regarda la ville en contrebas, non plus comme une prisonnière, mais comme une architecte. Son téléphone vibra dans sa poche. Un numéro qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps.
C'était Marc, le propriétaire du traiteur. Elle décrocha. La voix de l'autre côté était un filet, tremblant et noyé dans la panique. « Mademoiselle Beaumont, Hélène, c'est Marc. Pour l'amour de Dieu, pardonnez-moi. Je suis tellement désolé. J'ai été un lâche. Cet homme, il m'a menacé. Je n'aurais jamais dû permettre. Les nouvelles circulent partout. Ce que monsieur le maire vous a fait et ce que vous lui avez fait, c'est incroyable. Je veux juste dire que vous êtes une inspiration. Et bien sûr, si vous avez besoin de quoi que ce soit, votre ancien poste est disponible, avec une augmentation, bien sûr. » Il se tut, réalisant l'absurdité de ses propres paroles. Hélène ressentit une pointe de pitié pour ce petit homme effrayé. La vengeance semblait un luxe inutile. « Monsieur Marc, » dit-elle, la voix calme et sans rancune, « tout va bien. Dans ce salon, vous avez fait un choix basé sur le pouvoir que vous voyiez devant vous. C'était un choix commercial. Comprenez simplement que, parfois, le vrai pouvoir se cache dans des endroits inattendus. Je vous souhaite du succès avec votre entreprise. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse bafouiller une autre excuse. Elle avait nettoyé la dernière tache de son passé humilié. Le téléphone sonna de nouveau immédiatement. Cette fois, le nom sur l'écran la fit sourire. « Élise, ma petite !» La voix de la vieille secrétaire était étranglée par les pleurs, mais c'étaient des larmes de pure joie. « Je vois ça sur les portails d'information. Ils disent que vous l'avez détruit, que la police l'a emmené. Dites-moi que c'est vrai. »« C'est vrai, Élise, » dit Hélène, laissant enfin une larme couler. « Nous avons réussi. »« Non, ma chérie. »« Tu as réussi, » la corrigea Élise. « Je t'ai juste rendu un papier qui t'appartenait déjà. Ah, ton père, s'il pouvait voir ça, il ne serait pas seulement fier, il serait comblé. Le nom Beaumont signifie à nouveau quelque chose. Il signifie la force. » Ils parlèrent encore quelques minutes, deux âmes loyales célébrant une victoire qui semblait impossible. Quand elle raccrocha, Hélène se sentit légère. La validation du conseil était professionnelle. La victoire sur Arthur était la justice. Mais la joie dans la voix d'Élise, c'était la guérison. Un jeune assistant s'approcha d'elle. « Mademoiselle Beaumont, Monsieur Dubois a fait venir une voiture pour vous. Elle vous attend en bas et vous conduira où vous le souhaitez. » Hélène le remercia. Elle serra la main de Dubois une dernière fois, promettant de commencer le travail dès le lendemain matin, et quitta la salle de réunion. Dans le hall de l'immeuble, le monde semblait différent. Les gens pressés, les bruits de la ville, tout semblait plus net. Elle n'était plus invisible. Une berline noire de luxe était garée devant la porte. Le chauffeur en uniforme lui ouvrit la portière. Le geste, autrefois un fantasme d'une autre vie, était maintenant sa réalité. Elle monta à l'arrière, le cuir souple l'enveloppant. « Où allons-nous, mademoiselle ?» demanda le chauffeur. Hélène réfléchit un instant. Un déjeuner de célébration, son appartement, une boutique de luxe. Rien de tout cela ne semblait juste. Il y avait un dernier acte à accomplir, une dernière promesse à tenir. « Au cimetière du Val-Paisible, s'il vous plaît, » dit-elle, la voix sereine. Le trajet fut silencieux. Hélène regarda la ville défiler, mais son esprit était ailleurs. Quand la voiture s'arrêta devant les grilles en fer forgé du cimetière, elle descendit. L'air était calme, parfumé par les fleurs. Elle marcha le long des allées de pierre jusqu'à trouver la simple pierre tombale en marbre. Alain Beaumont, un bâtisseur de rêves. Elle s'agenouilla sur l'herbe. Elle sortit de sa poche le vieux stylo plume. Le métal était froid contre sa peau. Elle le serra fort, la promesse faite dans cette chambre d'hôpital résonnant dans son esprit. « Papa » murmura-t-elle au silence. « C'est fini. Je ne les ai pas laissés prendre le dessus. J'ai signé mon propre destin, comme tu l'as demandé. Et le nom Beaumont, notre nom, est de nouveau propre. » Une douce brise passa à travers les arbres. Pendant un instant, elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La dignité n'était pas seulement un statut ou un titre. C'était ce sentiment, le calme d'une promesse tenue, la force de savoir que, des cendres, elle s'était reconstruite. Et l'histoire ne faisait que commencer. 2 ans plus tard, le soleil du matin entrait par les fenêtres panoramiques du 30e étage d'un des immeubles les plus modernes de la ville.
L'enseigne dans le hall d'entrée disait, en lettres d'acier brossées, « Beaumont, Dubois, France ». Ce n'était pas un nom, c'était une déclaration. Dans la salle de réunion principale, Hélène se tenait debout devant un écran interactif. Elle ne portait pas le tailleur gris de la bataille, mais une robe bleu marine à la coupe élégante qui dégageait une autorité tranquille. La salle était pleine. C'étaient ses directeurs, ses ingénieurs, sa nouvelle famille d'entreprises, beaucoup d'entre eux, des talents qu'elle avait sauvés de l'ancienne Beaumont Corp, des personnes loyales qu'Arthur avait écartées. Par conséquent, la phase 2 du projet Icare est approuvée, disait Hélène, la voix résonnant de confiance. Nous investirons 20 millions supplémentaires dans notre usine de panneaux solaires à haute efficacité. Nous ne nous contentons pas de produire de l'énergie propre. Nous créons un pôle technologique dans la région avec des cours de formation pour la communauté locale. Je veux des rapports d'avancement toutes les 2 semaines. Elle regarda autour de la table. Elle vit des visages engagés. Elle vit de l'admiration. Dans un coin de la salle, Élise, maintenant sa chef de cabinet, sourit discrètement, l'image de la loyauté récompensée. Sur l'écran, le visage souriant de Jacques Dubois apparut lors d'un appel vidéo depuis Paris. « Bravo Hélène, bravo! Vos rapports de bénéfices sont déjà excellents. Vos rapports d'impact social sont encore meilleurs. Vous n'avez pas seulement ressuscité une entreprise, vous lui avez donné une âme. Nous ne faisons que commencer, Jacques, répondit Hélène avec un sourire. Il y a encore beaucoup de rêves à construire. La réunion se termina. Alors que son équipe se dispersait, pleine d'énergie et de but, Hélène se dirigea vers la fenêtre. Elle regarda la ville qui s'étendait en dessous. Un jour, elle l'avait regardée d'en bas, se sentant écrasée. Maintenant, elle la regardait avec la perspective de quelqu'un qui aide à la façonner. À des centaines de kilomètres de là, dans une ville plus petite et plus grise, la vue était différente. Arthur Lemaire était dans un bureau de vente mal éclairé, l'air lourd d'une odeur de café réchauffé et de désespoir. Le costume bon marché qu'il portait semblait serré sur ses épaules tombantes. Il avait perdu du poids. Ses cheveux étaient plus clairsemés, avec plus de mèches grises. L'arrogance avait été remplacée par un épuisement amer. Après des mois de bataille juridique, il avait tout perdu. L'entreprise, les maisons, les voitures, la fortune. La majeure partie était allée payer les dommages au consortium de Dubois. Le reste aux avocats. Il avait évité la prison de justesse avec un accord qu'il avait laissé ruiner et banni à vie du marché financier. Lemaire, l'appela une voix aiguë. C'était son manager, un jeune de 28 ans à l'ego, surdimensionné. « Tes chiffres de vente sont minables, pour le 3e mois consécutif. C'est quoi ton problème ?» Arthur serra les poings sous la table. L'homme qui commandait autrefois des milliards se faisait maintenant réprimander pour ne pas vendre assez d'un logiciel de comptabilité médiocre. « J'ai eu un mois difficile, monsieur, » parvint-il à dire, les mots lui écorchant la gorge. « Je ne te paie pas pour avoir des mois difficiles. Je te paie pour conclure des ventes. Regarde ça. » Le manager jeta un magazine sur le bureau d'Arthur. La couverture était un portrait puissant d'Hélène. Le titre disait « Le phénix de la finance. Comment Hélène Beaumont a transformé l'éthique en profit et reconstruit un empire. » Arthur regarda son visage sur la couverture. Son succès était un tourment quotidien. Un rappel constant et cruel, non seulement de ce qu'il avait perdu, mais de ce qu'il avait détruit en lui-même. C'était son regret amer. Ce n'était pas la perte d'argent. C'était la conscience écrasante qu'elle était devenue tout ce qu'il prétendait être, et qu'il était devenu moins que rien. « Fais plus d'efforts, Lemaire, ou le marché va te bouffer », dit le manager avant de s'éloigner. Arthur resta à regarder le magazine, une brûlure d'acide dans l'estomac. Il était en enfer, un enfer qu'il avait lui-même construit. Ce même soir, l'élite de la ville se réunissait dans le salon impérial de l'hôtel le plus luxueux du pays. Un gala pour la fondation de l'Oiseau Bleu, l'œuvre de charité pour orphelins que la mère d'Hélène aimait tant. Le même salon où, des années plus tôt, un millionnaire arrogant avait renversé du vin par terre. Mais aujourd'hui, le centre d'attention était autre. Hélène monta sur scène sous une ovation debout. Elle n'était pas une invitée, elle était l'hôte d'honneur.
Sa voix, amplifiée par les haut-parleurs, était chaleureuse et pleine de sens. Bonsoir à tous. Beaucoup dans cette salle sont définis par leur succès, par ce qu'ils ont construit, par ce qu'ils ont conquis. Moi, pendant un temps, j'ai été défini par ce que j'ai perdu. Mais aujourd'hui, je comprends que notre vraie valeur ne réside ni dans ce que nous avons, ni dans ce que nous avons perdu. Elle réside dans ce que personne ne peut nous enlever, notre savoir, notre résilience et notre capacité à recommencer. Elle parla de l'importance de donner des opportunités, d'investir dans l'éducation, de construire des avenirs pour ceux qui partent de rien. Son discours ne portait pas sur les affaires, il portait sur la dignité. À la fin, le maître de cérémonie monta sur scène avec un chèque géant factice. Le montant du don de Beaumont-du-Bois-France était impressionnant, 10 millions d'euros, assez pour construire une nouvelle école et financer des bourses d'études pendant une décennie. « Madame Beaumont, un stylo pour la signature historique ?» dit le maître de cérémonie en lui tendant un stylo de luxe. Hélène sourit poliment. « Je vous remercie, mais j'ai apporté le mien. » De son élégant sac de soirée, elle sortit le vieux stylo plume de son père. Le métal brossé brilla sous les lumières de la scène. Il y eut un soupir collectif dans le public qui connaissait l'histoire. Elle se dirigea vers le chèque. D'un mouvement ferme et assuré, elle signa son nom. Le nom Beaumont. L'encre noire coulant sur le papier était plus qu'une signature. C'était un testament. Alors que les applaudissements emplissèrent la salle, Hélène tenait le stylo. La promesse faite sur un lit de mort avait été tenue 1000 fois. Elle n'avait pas seulement signé son propre destin. Elle utilisait maintenant le pouvoir de cette promesse pour aider à financer le destin de centaines d'enfants. Elle regarda la foule, les visages souriants, l'avenir qu'elle aidait à construire. La serveuse humiliée, la cadre en faillite, la femme menacée, elle vivait tout encore en elle. Mais pas comme des cicatrices. Comme la fondation d'acier sur laquelle la femme sur scène avait été construite. La victoire était complète. Et, plus important encore, elle avait un sens. L'histoire d'Hélène nous enseigne une leçon puissante. Le vrai pouvoir ne se trouve pas dans le compte en banque ou le statut social que nous affichons. Il vit dans notre esprit, dans notre savoir, et dans le courage de nous relever une fois de plus, peu importe combien de fois la vie essaie de nous abattre. Son parcours est la preuve ultime que la dignité peut être attaquée, mais jamais vraiment volée. Combien de fois avez-vous été sous-estimé? Combien de fois avez-vous senti que votre voix n'était pas entendue? La force de renverser la situation existe déjà en vous, attendant le bon moment pour se révéler. Si vous croyez que la justice trouve son chemin et que la vraie force vient de l'intérieur, écrivez « La revanche est possible » dans les commentaires. Nous voulons créer une communauté de personnes qui, comme Hélène, n'abandonnent jamais. Et pour plus d'histoires de résilience qui prouvent que les humiliés seront exaltés, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications.